Dans un monde où les prouesses magiques définissent la valeur de chacun, Ikki Kurogayan est considéré comme le pire en raison de son manque de talent. Sa propre famille le traite comme s'il n'existait pas et tente de saboter sa vie scolaire en essayant de le faire expulser. Déterminé à prouver sa valeur, même s'il ne possède pas de talent naturel comme sa famille, il décide de remporter le prestigieux tournoi Sept Étoiles. Un beau jour, il tombe sur une nouvelle de dernière minute concernant une princesse ramen, Stella, connue pour ses fabuleux cheveux roses et affichant ses privilèges royaux. En apprenant sa vie apparemment enchantée, il ne pouvait s'empêcher de se sentir envieux et de réfléchir à l'injustice de la vie. Croyant que courir par temps glacial est le remède parfait pour apaiser son envie, il se lance dans son costume pas si royal. Il pratique ses compétences à l'épée, dans l'espoir de devenir un chevalier magique, un individu spécial capable de manifester son âme sous forme d'armure et de contrôler des super pouvoirs. Après l'entraînement, il retourne dans sa chambre et découvre une fille à l'intérieur qui avait commodément oublié de verrouiller la porte. La jeune fille, embarrassée, se plaint au directeur de l'école et, à sa grande surprise, la jeune fille n'est autre que la princesse Stella qui vient de s'inscrire dans son école. Le directeur parle du fier héritage de l'école et des principes de chevalerie, soulignant les dommages potentiels que sa mauvaise conduite pourrait causer à la réputation de l'école et exige qu'il assume la responsabilité de ses actes comme un homme. Il présente des excuses boiteuses à Stella, mais elle reste résolue, peu disposée à le laisser s'en sortir facilement, et propose à la place un duel à mort, une opportunité pour lui de racheter son honneur pour avoir commis une infraction grave. Il tente de la raisonner, mais ses paroles ne font qu'alimenter sa colère, et elle s'approche de lui d'un air menaçant. Dans un geste désespéré pour échapper à sa colère, il a recours à des compliments sur sa beauté, espérant que la flatterie sera son arme secrète, et à sa grande surprise, son compliment maladroit mais amusant fait l'affaire, faisant rougir Stella comme une tomate mûre et oubliant momentanément sa rage. Le réalisateur interrompt leur moment et les bombarde de nouvelles selon lesquelles ils sont colocataires en raison de leur classement. Ikki étant classé F et Stella classée A, cela les choque tous les deux, conduisant à une dispute. Pour mettre fin à leur querelle, le réalisateur propose une simulation de bataille pour déterminer le vainqueur. Stella propose que le perdant devienne le serviteur du gagnant et doive obéir à tous ses ordres, ce qu'il accepte volontiers. Sur le champ de bataille, le réalisateur leur rappelle qu'il s'agit d'une bataille simulée, garantissant qu'il n'y aura aucun dommage physique car il s'agit d'une simulation, mais que l'on peut drainer la force physique de l'adversaire. La bataille commence et Ikki fait preuve d'impressionnantes compétences à l'épée, contrecarrant habilement les attaques à l'épée de feu de Stella. Il complimente son talent et son travail acharné, puis il révèle sa technique, jouée en acier, qui lui permet de voir à travers les mouvements de son adversaire et finalement de la vaincre, ce qui lui vaut la victoire. Après la bataille, Stella se retrouve dans un hôpital où elle interroge le directeur sur la façon dont Ikki pourrait la vaincre malgré son faible rang. Le réalisateur explique que le classement est basé sur les capacités globales d'un chevalier plutôt que sur ses prouesses réelles au combat, et révèle à contre-cœur qu'il n'existe actuellement aucun système en place pour évaluer équitablement Ikki. Elle demande ensuite à Stella pourquoi elle a choisi d'étudier à l'étranger, et Stella révèle qu'elle ne voulait pas être considérée comme simplement douée, mais qu'elle voulait plutôt être reconnue pour ses propres capacités. C'est pourquoi elle a déménagé ici pour prouver sa valeur. Plus tard, Stella entre dans sa chambre pour s'excuser auprès d'Hachi, mais le trouve profondément endormi. Alors qu'elle l'admire pendant un moment, il se réveille involontairement, à son grand embarras. Elle s'excuse auprès de lui et accepte d'être sa servante ou son chien conformément à leur accord antérieur pour réaliser ses désirs. Cependant, il se contente d'en rire et lui demande d'être sa colocataire, ce qu'elle accepte à contre-cœur. Le lendemain, alors qu'ils terminent leur course matinale ensemble, il mentionne avec désinvolture que courir 20 km par jour fait partie de sa routine, ce qui semble aussi ordinaire que se brosser les dents. Elle répond en disant qu'elle a été capable de le suivre aujourd'hui, suggérant qu'elle peut suivre son rythme. Il révèle ensuite que sa sœur commence l'école ce jour-là, ce qui éveille ses soupçons, mais il la rassure qu'ils sont bien des frères et sœurs de sang pur. En classe, leur nouveau professeur, Yuri Ariki, accueille chaleureusement tous les nouveaux arrivants et explique les règles du prochain concours. Elle les informe que la sélection sera désormais basée sur des combats réels et que les 6 meilleurs individus seront choisis comme représentants de l'école. Mais alors qu'elle s'apprête à développer ses techniques de combat, quelque chose de bizarre se produit. Elle crache du liquide rouge sur le sol, créant une scène digne d'une publicité pour le jus de tomate. Plus tard, Ikki et Stella lui rendent visite à l'hôpital et elle explique que cela arrive presque quotidiennement. Elle vomit environ 1 litre de liquide rouge chaque jour.
Il lui conseille d'y aller doucement et de ne pas trop se forcer, et révèle à Stella que c'est grâce à son sensei, Yuri, qu'il a pu être accepté dans cette école. Sur le chemin du cours, une fille nommée Kagami s'approche soudainement de lui, louant sa performance dans la bataille simulée, et demande avec enthousiasme une interview. Eikyu rougit, et Stella s'éloigne, visiblement bouleversée par la jalousie. Poliment, il décline l'offre d'entretien et se dépêche de rattraper Stella, essayant de la calmer. Cependant, il est à nouveau interrompu par une fille nommée Shizuku, qui s'approche de lui en l'appelant Oni-sama, ce qui signifie frère. Il salue chaleureusement sa sœur, mais elle surprend tout le monde en l'embrassant sur les lèvres, laissant les spectateurs haletants de choc et de désapprobation. Shizuku exprime à quel point il lui a manqué pendant les 4 années où ils ont été séparés, mais Stella intervient, l'éloignant de lui et le réprimandant pour s'être livré à une activité aussi indécente avec sa sœur. Shizuku commence à se disputer avec elle à propos d'Iki, et dans le feu de l'action, Stella révèle accidentellement à tout le monde qu'elle et Iki ont une relation de maître-serviteur, laissant tout le monde choqué. En entendant cela, Shizuku invoque son épée d'eau et Stella emboîte le pas en invoquant sa propre épée. Et la tension s'intensifie alors qu'ils échangent des insultes sur l'apparence physique de chacun avant de se lancer dans une attaque. La directrice intervient, les emmène aux toilettes pour femmes et les avertit sévèrement qu'il est strictement interdit d'utiliser des armes en dehors des zones d'entraînement désignées et, en guise de punition pour leur comportement, elle leur ordonne de nettoyer toutes les toilettes pour femmes pendant une semaine. Après le départ du réalisateur, au lieu de s'engager dans un combat à l'épée, ils continuent leur bataille verbale, échangeant à nouveau des insultes sur leur apparence physique. Après la détention, Shizuku avertit Stella de ne pas se comporter sans vergogne et révèle comment Iki s'est senti traité comme s'il n'avait jamais existé, ce qui la choque. Plus tard, Stella confronte Iki à propos de cette révélation et il parle de son enfance difficile. Il raconte comment sa famille l'a traité misérablement parce qu'il n'avait pas les mêmes pouvoirs que son grand-père, Ryoma, qui était un samouraï bien connu et puissant. Ils ont agi comme s'il n'avait jamais existé et l'ont exclu de toutes les fonctions familiales. Il se souvient d'un incident lors d'une fête du Nouvel An où il ne pouvait plus supporter la négligence et a décidé de s'enfuir de chez lui. Perdu et n'ayant nulle part où aller, il était sur le point d'accepter son sort. Mais ensuite son grand-père, Ryoma, est apparu et l'a encouragé à ne pas abandonner. Les paroles de Ryoma l'inspirent désormais à devenir un chevalier fort et puissant, tout comme son grand-père. Il révèle que personne ne lui a rien appris et qu'il a dû tout apprendre tout seul jusqu'à présent. L'idée qu'il devienne chevalier était difficile à accepter pour tout le monde, et l'ancien directeur a établi des règles pour s'assurer qu'il échouerait et l'empêcherait d'obtenir son diplôme. Cependant, le nouveau directeur va beaucoup mieux et fait de son mieux pour l'aider, et par conséquent, elle lui a confié un travail avec Stella. Le lendemain, Iki et Stella s'entraînent avec leurs épées en vue du prochain concours où ils espèrent être élus représentants de l'école pour le festival des 7 étoiles. Après leur séance d'entraînement, elle l'informe qu'elle a reçu un courrier de l'école révélant que son adversaire est Momoteni, un élève de 3e année. Il commence à lui parler du style de combat de Momoteni, mais elle l'arrête, exprimant sa préférence de ne pas trop en savoir à l'avance et explique qu'elle considère ces combats comme un entraînement pour de futures rencontres avec des adversaires inconnus. Il est d'accord avec elle, reconnaissant qu'ils ne seront pas toujours capables d'anticiper les capacités de leur adversaire, puis remarque à quel point ils s'entendent bien, la faisant rougir. Alors que la cloche de l'école sonne, signalant le début des cours, Stella rassemble son courage pour lui proposer un rendez-vous le lendemain. Les joues rougissantes, elle ouvre la bouche pour parler, mais avant de pouvoir prononcer un mot, son téléphone sonne avec un SMS de sa sœur qui lui demande d'aller faire du shopping avec elle le lendemain, ce à quoi il répond qu'il le fera. Le cœur de Stella se serre comme un ballon dégonflé et son visage passe d'espoir à furieux en une fraction de seconde. Alors, le lendemain, elle accompagne Iki et Shizuku avec jalousie et ils commencent à se battre pour lui. Mais il les interrompt et interroge Shizuku sur l'homme qu'elle a amené. Shizuku le présente comme Alice, sa colocataire, qui tente de séduire Iki de manière ludique, ce qui la met en colère. Cependant, Alice s'en moque comme d'une blague. Ils prennent le train jusqu'au centre commercial et en arrivant, ils parcourent différents magasins. Stella s'exclame que c'est sa première fois dans un centre commercial japonais, mais s'arrête net lorsqu'elle voit Iki et Shizuku se tenir la main. Elle commence à crier après Shizuku, l'accusant de comportement inapproprié. Shizuku explique que c'était juste un geste innocent
entre frères et sœurs. Mais Stella rétorque que cela ne semblait pas si innocent lorsque Shizuku l'a embrassé devant tout le monde l'autre jour. Stella demande alors à Ikki si elle peut également lui tenir la main, agissant comme une perdante pathétique qu'elle est, mais Shizuku intervient rapidement, lui disant qu'un serviteur ne devrait pas tenir la main de son maître et renvoie Stella comme si elle était un insecte. Shizuku l'éloigne alors d'elle et Stella commence à lui crier dessus, tandis qu'Alice essaie de la consoler. Plus tard, ils prennent des collations dans un restaurant du centre commercial et Shizuku renverse accidentellement une goutte de glace sur sa joue. Ikki efface doucement la glace de sa joue et la lèche, ce qui rend Stella jalouse. Pour tenter d'obtenir un traitement similaire, Stella frotte la glace sur tout son visage et demande à Ikki de faire de même. Cependant, Ikki trouve ce geste un peu trop et décide de se procurer une serviette à la place. Shizuku la traite de stupide et de pathétique pour son comportement, tandis qu'Alice la soutient et l'encourage, disant qu'il l'encouragera. Plus tard, dans les toilettes des hommes, Ikki discute avec Alice de sa sœur, disant qu'elle est toujours très réservée, et il est surpris qu'elle s'ouvre à Alice et le remercie d'être l'ami de Shizuku. Soudain, ils entendent un bruit à l'extérieur, incitant Alice à attirer Ikki dans sa dimension d'ombre pour se cacher. Un groupe d'hommes habillés en ravisseurs fait irruption dans les toilettes, mais les trouvant vides, ils s'en vont. Une fois la voie dégagée, Ikki et Alice sortent de leur cachette obscure, se demandant ce qui se passe. Ikki suppose que les personnes à l'intérieur du centre commercial auraient pu être prises en otage par le groupe d'hommes. En réponse, Alice invoque son épée, l'ermite des ténèbres, et explique qu'il peut contrôler les ombres avec, lui permettant de se déplacer dans l'ombre. Profitant de cette capacité, Alice crée un portail fantôme et emmène Ikki à la salle de sécurité à travers celui-ci. En arrivant dans la salle de sécurité, il trouve les gardes ligotés et inconscients, probablement à cause de l'anesthésie. Ikki informe rapidement le directeur de son école de la situation. Après avoir consulté les autres membres du conseil, le directeur donne carte blanche à Ikki et à ses amis pour capturer les ravisseurs et gérer la situation. Pendant ce temps, les ravisseurs ont pris toutes les femmes et les enfants du centre commercial en otage, y compris Stella et Shizuku. Shizuku prévient Stella de ne pas se faire remarquer car elle a un plan, mais un des ravisseurs s'en prend à une dame et son enfant la défend en lui jetant une glace. Furieux, le ravisseur s'apprête à tirer sur l'enfant, mais Stella intervient juste à temps. Elle sauve le garçon avec son attaque du dragon cracheur de feu. En représailles, le ravisseur lui tire dessus, mais Stella est indemne grâce à sa robe d'impératrice légendaire qui résiste aux balles. Soudain, un homme mystérieux à capuche, Bisho, le chef, apparaît et intervient, appelant Stella princesse. Il réprimande le ravisseur pour avoir harcelé l'enfant et décide de punir la mère à la place. Stella, déterminée à protéger les innocents, invoque son épée de feu et lance une puissante attaque contre Bisho. Cependant, à sa surprise, Bisho contre son attaque avec son anneau du jugement, un attribut du crime et du châtiment, qui absorbe toute attaque, convertissant l'énergie en punition. Non préparé à une telle défense, l'attaque de Stella est absorbée. Bisho riposte alors en la frappant à l'estomac, la projetant dans l'air avant qu'elle ne retombe lourdement au sol. Il explique froidement que ces anneaux transforment la force des actions criminelles en punition. Il se moque d'elle pour vouloir être une héroïne et lui propose de sauver les otages si elle se déshabille devant tous. Elle s'exécute pour sauver les autres et tout le monde détourne le regard. Pendant ce temps, Ikki est furieux contre le chef et tente de se libérer de l'emprise d'ombre d'Alice qui cloue son ombre au mur pour sauver Stella de cette situation honteuse. Alice l'empêche d'intervenir, expliquant que Shizuku peut créer une barrière magique sans être remarqué. Malgré cela, Ikki ne supporte pas de voir Stella ainsi et continue de se débattre pour se libérer. C'est alors que Shizuku libère son attaque Mur de Vagues, créant une barrière magique autour des otages. Bisho ordonne aux ravisseurs de tirer sur tous, mais rien ne se passe grâce à la barrière de Shizuku. Prenant un risque calculé, Ikki attaque Bisho en courant en cercle avant d'exécuter son attaque secrète d'épée éclair qui coupe le bras de Bisho. Il explique que son épée est plus rapide que la vision de Bisho, l'empêchant d'absorber l'attaque. Alice et Stella achèvent les autres ravisseurs. La voyant saine et sauve, Ikki serre Stella dans ses bras, soulagée, et s'excuse. Shizuku arrive avec ses vêtements et demande à Stella de se préparer, admirant son courage face au chef. Alors qu'on pense tout rentrer dans l'ordre, une femme du groupe prend un otage et menace de le blesser. Bisho rit, révélant qu'un de ses membres s'était caché parmi les otages au cas où. Mais la situation prend une tournure surprenante. Un mystérieux Kirihara apparaît de nulle part et élimine la femme avec son attaque laser lune brumeuse.
À la surprise générale, Ikki reconnaît immédiatement Kirihara de l'école. Plus tard, Kirihara s'attribue tout le mérite de l'acte héroïque et se vante de ses capacités auprès des élèves, au grand agacement de Stella et Shizuku. Ikki s'approche de Kirihara et le remercie d'avoir sauvé les otages, mais Kirihara se moque et insulte ses pouvoirs. En colère, Stella intervient pour défendre Ikki, mais il l'arrête. Kirihara rit et révèle qu'Ikki n'est pas si puissant, racontant qu'il aurait fui une bataille contre lui, choquant Stella. Il ajoute que le premier adversaire d'Ikki dans la compétition sera lui-même. Le lendemain, la compétition commence. Le premier adversaire de Stella est Momotani, le char lourd, connu pour sa défense formidable. Il possède un dispositif d'armure très rare, Goliath, qui libère une énorme puissance en combat rapproché. Le public applaudit Momotani pour ses compétences et son ancienneté, le croyant un adversaire redoutable. Mais elle l'affronte avec une confiance inébranlable et l'intimide, le faisant céder. Elle est déclarée vainqueur, choquant tous et prouvant ses prouesses de redoutables concurrentes. Après la bataille, Shizuku et Alice discutent de la performance de Stella. Alice fait l'éloge de Stella, mais Shizuku minimise, disant que vaincre un faible n'est pas une fierté. Stella se joint alors à eux et les félicite aussi pour leur victoire. Plus tard, Ikki regarde une vidéo des compétences de Kirihara avec Stella et est choqué par ses capacités. Stella demande si Kirihara utilisait une technique d'invisibilité de zone, rendant présence et odeur indétectables, un camouflage parfait. Ikki confirme que c'est une caractéristique de l'arme de Kirihara, lui donnant un avantage astucieux. Stella exprime son aversion pour le style de combat de Kirihara, qui attaque à distance de sécurité avec un camouflage furtif. Ikki est d'accord, disant que si Stella affrontait Kirihara, il se retirerait probablement, car ses attaques à large portée contreraient facilement ses tactiques furtives et d'invisibilité de zone. Il révèle que Kirihara évite généralement les adversaires utilisant des attaques de zone comme Stella et qu'il a gagné le surnom de chasseur grâce à ses tactiques sournoises. Elle désapprouve l'approche lâche de Kirihara, le traitant de poulet, mais reconnaît aussi qu'il peut être un adversaire redoutable pour Ikki. Elle s'inquiète pour sa sécurité et lui demande s'il va s'en sortir face à lui. Ikki la rassure, affirmant avoir trouvé un moyen de vaincre Kirihara et être confiant dans sa victoire. Plus tard, pendant son entraînement, Ikki rencontre Alice qui lui demande s'il y a eu un passé conflictuel entre lui et Kirihara. Ikki soupire et se confie à Alice sur son passé. L'an dernier, sa famille, liée à l'ancien directeur, a cherché à le faire expulser. Kirihara y a vu une opportunité de le cibler et a commencé à le harceler. Il l'a défié en duel pour prouver sa valeur, mais Ikki n'était pas intéressé. Malgré la réticence d'Ikki, Kirihara l'a harcelé et attaqué sans cesse, même désarmé et refusant de se battre. Il n'a pas été puni ni expulsé par le directeur. Après cela, Alice exprime sa sympathie et lui souhaite bonne chance avant de partir. À l'approche du combat, Stella demande à Ikki s'il veut regarder les batailles. Il répond qu'il restera en zone d'attente pour se concentrer sur ses stratégies. Là, un écran numérique l'avertit que le combat n'est pas une simulation et peut causer de graves blessures. L'écran lui demande de continuer seulement s'il comprend les conséquences et il appuie avec confiance sur le bouton pour approuver sa participation. Soudain, une fille en kimono rouge se moque de ses décisions hâtives. Il répond qu'il est confiant et n'hésite pas. Il la reconnaît comme Seikyo, une princesse démoniaque de l'élite, et elle est ravie qu'il la connaisse. De nulle part, elle le serre dans ses bras et lui propose des leçons privées spéciales ce soir-là. Leur conversation est brusquement interrompue par le directeur, qui reproche à Seikyo sa conduite envers Ikki et lui rappelle le match qu'elle devait superviser. Seikyo, censée être une nouvelle instructrice, tente de se cacher derrière Ikki, mais le directeur l'éloigne. Alors que le match commence, Ikki repense à son enfance et à la première fois qu'il a rencontré Stella. L'annonceur accueille tout le monde. À l'agacement de Seikyo, elle est commentatrice. Kirihara entre dans l'arène avec confiance, acclamé par la foule. Ikki entre ensuite et le combat commence. Kirihara utilise sa technique d'invisibilité de zone pour attaquer Ikki de différentes directions, tout en le narguant. Malgré le défi, Ikki dévie la plupart des attaques à laser, traçant leur origine pour le localiser. Cependant, Kirihara disparaît soudainement et annonce qu'il informera Ikki de l'endroit où il frappera avant d'attaquer. Avec cette nouvelle stratégie, Kirihara porte plusieurs coups au corps d'Ikki, qui subit de graves blessures de cet assaut inattendu. Il explique qu'il peut désormais utiliser son invisibilité sur ses attaques laser. Ainsi, Ikki ne pourra plus les dévier.
Voyant Ikki malmené, Stella s'énerve et se demande pourquoi il n'a pas attaqué. Alice explique qu'Ikki était nerveux, ce qui fait réaliser la vérité à Stella qui se sent coupable. Dans l'arène, Kirihara continue ses attaques sur Ikki et révèle la condition qu'il a faite avec le nouveau directeur pour son diplôme. La condition est qu'Ikki doit gagner la bataille du festival des 7 étoiles, sinon il ne pourra pas obtenir son diplôme. Le public rit en entendant cela, car la bataille est très difficile à gagner, et il se moque d'Ikki, disant qu'un rang F comme lui ne peut pas y arriver. Kirihara porte un coup fatal et Ikki s'effondre, tandis que Kirihara le traite moqueusement de pire. La foule se joint, riant, et scandant le pire. L'aura ardente de Stella s'enflamme et elle exige que tout se taise et arrête de se moquer de son chevalier. Elle encourage Ikki à ne pas abandonner et en l'entendant, il trouve la détermination de se relever et la remercie avant de contre-attaquer Kirihara. Il réalise qu'il doit compter sur sa technique imparfaite Ito Shura pour contrer Kirihara. Utilisant sa vision parfaite, il déjoue ses mouvements et le vainc, devenant le gagnant. Cependant, la tension de la bataille intense fait des ravages et Ikki s'effondre au sol. Seikyo explique qu'Ikki a utilisé sa technique de vol d'épée qui lui permet de comprendre la logique de son adversaire et de l'utiliser contre lui, comme avec Stella lors de leur bataille simulée. Plus tard à l'hôpital, Stella reste aux côtés d'Ikki, très inquiète. Épuisée, elle finit par s'endormir à côté de lui, partageant un moment émouvant. Pendant ce temps, Alice console Shizuko, qui est émotionnellement affectée par l'intense bataille et ses conséquences. Quand Stella se réveille, elle gronde Ikki pour l'avoir regardé dormir sans la réveiller. Cependant, il saisit l'occasion pour lui avouer ses sentiments pour elle, exprimant à quel point il est heureux de l'avoir rencontrée. En rougissant, Stella lui rend l'appareil et l'embrasse sur la joue. Dans les moments tendres, ils promettent de rester ensemble et de s'efforcer d'atteindre la plus haute chevalerie et ont hâte de s'affronter dans la bataille finale. Cela fait 2 semaines que Stella et Inki se sont avoués leurs sentiments l'un pour l'autre, mais Ikki n'a encore pris aucune mesure à ce sujet, ce qui inquiète Stella. Elle se retrouve à s'entraîner avec son épée, se préparant pour les batailles à venir. Mais ses inquiétudes concernant leur relation persistent. Pendant ce temps, lors du match de sélection, Ikki se comporte exceptionnellement bien, remportant 5 matchs consécutifs et se rétablissant ainsi comme un adversaire redoutable, perdant la réputation d'être le pire. Le public le félicite, le qualifiant de roi de l'épée sans couronne. Plus tard, après l'un de ces matchs, la journaliste Kagami et son ami l'approchent et lui expriment leur souhait d'apprendre le maniement de l'épée auprès de lui. Et sans hésitation, il accepte de leur apprendre. Cela rend Stella inquiète et jalouse, car elle craint que davantage de personnes recherchant l'attention d'Ikki ne créent une concurrence pour son affection, et potentiellement causent des problèmes dans leur relation. En le voyant attirer l'affection de tant de filles, les garçons de sa classe commencent également à l'envier et décident de l'intimider. Lorsque le cours commence, l'instructeur Yuri-chan entre, mais avant de pouvoir commencer à enseigner, elle vomit à nouveau du liquide rouge dans la classe, provoquant la panique parmi les élèves et conduisant au renvoi de la classe. De retour dans leur chambre, Stella exprime sa frustration à Ikki, disant qu'il est trop généreux et qu'il devrait donner la priorité à passer plus de temps avec elle au lieu d'enseigner aux autres. Cependant, Ikki, quelque peu inconscient, ne comprend pas pleinement ses véritables préoccupations et répond avec désinvolture que cela ne le dérange pas d'aider les autres. Au moment où Stella s'apprête à exprimer son désir d'une relation plus impliquée, elle voit qu'Ikki s'est endormi, ce qui alimente encore davantage sa colère et sa frustration. Le lendemain, Ikki enseigne aux filles l'équilibre sur une jambe, une technique d'art martial chinois visant à améliorer la force de base. Il explique que lors d'un combat, on met plus de poids sur une jambe que sur les deux, ce qui rend cette technique indispensable. La journaliste Kagami prend soigneusement note des personnes désireuses de publier un article à ce sujet à l'avenir. En le voyant entouré de filles, les garçons de la classe se mettent de plus en plus en colère et l'affrontent. Ils les traitent de senpai ratés et invoquent leurs armes pour le défier. Cependant, à leur grande surprise, Ikki les a facilement manipulés sans utiliser son épée spirituelle, déviant sans effort leurs attaques à main nue. Conscients de sa force, les garçons acceptent leur défaite et s'inclinent devant lui, exprimant leur envie et leur désir d'être forts et populaires comme lui. En changeant d'avis, les garçons demandent à Ikki de lui enseigner également, voulant apprendre de lui. Il accepte volontiers de devenir leur mentor et il l'appelle leur maître. Pendant ce temps, Kagami continue de prendre des notes, capturant chaque instant de cette tournure inattendue des événements.
Plus tard, Shizuku s'approche de lui avec des boissons et lui demande de lui apprendre également le maniement de l'épée. Cependant, il suggère qu'elle puisse plutôt apprendre auprès d'un maître de famille. Shizuku se demande alors pourquoi Stella tient également 2 bouteilles de jus. Embarrassée, Stella explique que c'est parce qu'elle avait trop soif et finit les 2 bouteilles de jus, le surprenant. En vérité, elle voulait être celle qui lui fournissait des rafraîchissements, mais Shizuku l'avait devancée. Alors, Stella prétend que les boissons sont pour elle pour éviter de passer pour une perdante devant lui. Après son marathon de beuverie, Stella insiste sur le fait qu'elle veut qu'il lui apprenne aussi. Cependant, lorsqu'elle le voit hésiter, elle retire l'idée et s'enfuit agacée et bouleversée. Sur son chemin, elle croise Alice qui l'interroge sur l'endroit où se trouve Shuzuku. Elle lui dit et remarque un jeu dans la main d'Alice. Il explique qu'il s'agit d'un jeu d'auto appelé Private School Prince Academy et le lui confie pour qu'il puisse y jouer. Plus tard, dans sa chambre, elle joue au jeu Oton, imaginant les personnages comme Iki et souhaite qu'ils puissent aussi être plus affectueux comme les gars d'Oton. À ce moment-là, Eki entre dans la pièce et la surprend. Il lui demande si elle souhaite le rejoindre ainsi que les autres où il leur donnera des cours d'escrime. Toujours en colère contre lui à propos de tout à l'heure, elle demande pourquoi elle devrait le rejoindre. En réponse, il lui dit qu'elle a déjà dépassé les niveaux et qu'il pourrait lui apprendre des louanges pour des techniques de jeu d'épée qui sont totalement différentes des siennes. Elle accepte donc de le rejoindre à la piscine pour le regarder entraîner les autres. Plus tard, sur le chemin du retour vers leur chambre dans le bus, ils se tiennent la main, trouvant du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Cependant, leur moment de paix est interrompu lorsqu'ils reçoivent tous deux simultanément un email de l'école, les informant de leurs adversaires respectifs lors des prochains matchs. Iki fera face à Tomaru, le greffier du conseil étudiant, et Stella fera face à Ikizuchi, le secrétaire du conseil étudiant. Le lendemain, Eki affronte Tomaru dans la bataille, qui utilise une attaque appelée Runner's High, qui lui permet de continuer à courir à une vitesse folle jusqu'à ce qu'elle décide de s'arrêter. Eki a du mal à la suivre, mais il parvient à la déjouer et à la capturer, assurant ainsi sa victoire dans le match. Pendant ce temps, Stella se bat contre Ikizuchi, qui utilise sa capacité appelée accumulation de poids tranchant et l'attaque, mais elle parvient à le vaincre, assurant ainsi sa victoire dans le match, tout comme Iki. Plus tard, Shizuku rejoint Iki pour le féliciter pour sa victoire, lui proposant de dormir à côté de lui et de le soigner pour qu'il redevienne normal. Stella est dégoûtée par cela et lui demande de garder ses distances avec Shizuku. Cependant, Shizuku exerce son charme et Iki tombe dans le piège, apparemment inconscient des intentions de Shizuku. Elle se moque de Stella, savourant sa victoire et soulignant le lien entre frères et sœurs, demandant à Stella de ne pas s'interposer entre eux. Soudain, Alice révèle qu'ils sont suivis par quelqu'un depuis près d'une semaine. Eika appelle le harceleur à sortir de sa cachette. Une fille timide nommée Ayase Yetsuji sort de derrière un arbre en utilisant des branches comme couverture. Stella se souvient qu'Ayase est la même fille qu'elle a accidentellement frappée avec une balle lors de leur entraînement en piscine. La jeune fille commence à paniquer et quitte rapidement les lieux, mais dans sa précipitation, elle tombe accidentellement dans un plan d'eau à proximité. Il la sauve de l'eau et l'emmène à l'hôpital. Aya s'excuse pour son comportement et révèle qu'elle est étudiante en 3e année. Iki reconnaît son nom de famille et demande si elle est la fille de Kaido Ayatsuji, un maître d'épée renommé. Elle confirme qu'elle est bien sa fille, ce qui excite Iki. Shizuku dit à Stella que Kaido est connu comme le dernier samouraï qui a remporté des victoires dans de nombreuses batailles et tournois prestigieux, bien qu'il ne possède aucune capacité magique de chevalerie comme eux. Iki partage son admiration pour le père d'Ayase, lui disant qu'il était son modèle quand il était enfant. Ayase révèle ensuite que son père ne participe plus activement au match en raison d'une blessure survenue lors de ses précédents combats, qui l'a conduit à être hospitalisé. Shizuku interroge alors Ayase, lui demandant pourquoi elle les traquait. Ayase avoue qu'elle a besoin de formation et qu'elle pratique seule depuis longtemps. Elle voulait l'aide d'Iki pour lui apprendre, mais elle était trop timide pour le lui demander. Iki propose gentiment de l'entraîner au maniement de l'épée et elle accepte immédiatement. Plus tard, Iki et Ies pratiquent leur jeu d'épée et il observe qu'elle a de bonnes bases, probablement grâce à son père. Il arrête son entraînement et lui conseille que pour s'améliorer, elle ne doit pas simplement imiter exactement les mouvements de son père. Au lieu de cela, il l'encourage à trouver son propre style et à développer ses techniques Yumi. Il s'approche ensuite d'elle pour corriger sa posture et elle commence à rougir tandis que Stella et Shizuku deviennent jaloux de leur interaction. Il explique à quel point les hommes et les femmes ont une anatomie différente et comment elle peut l'utiliser à son avantage plutôt que d'imiter la technique de son père.
Après cette instruction spéciale, Ei commence à progresser dans sa formation et est impressionné par l'enseignement d'Ikki. Plus tard, il lui présente ses excuses pour avoir mis la main à la pâte lors de leur entraînement et elle lui dit que ce n'est pas grave. Alors que Stella et Shizu observent leur lien, ils comprennent qu'Ikki enseignait simplement à Aya le jeu de l'épée et leur jalousie s'apaise. Yas, lui, dit qu'elle est désormais confiante dans l'amélioration de ses capacités et qu'elle est déterminée à remporter le festival de bataille 7 étoiles. Plus tard dans leur chambre, Stella demande à Ikki s'il aime donner des instructions spéciales à Yas et demande de manière ludique le même traitement. Mais il lui dit que ce n'est pas comme ça et lui assure de ne pas se sentir en danger car il n'a de sentiments que pour elle. Le lendemain, Ies et Stella s'entraînent l'une contre l'autre et Ikki les regarde avec joie. Après la séance d'entraînement, Ies leur offre un dîner en signe de gratitude. Au restaurant, Stella mange comme un cochon car elle n'a pas à payer l'addition et Ies lui demande comment elle maintient sa ligne malgré une alimentation si féroce. Ikki rit maladroitement et change de sujet. Aise exprime alors sa gratitude à Ikki pour lui avoir enseigné et il dit modestement que ce n'est pas grave. Le reste du dîner se serait déroulé sans aucune action, mais des problèmes surviennent lorsqu'une bande d'hommes éclairés par un grand type appelé Kurado s'approche de leur table et harcèle Yas. Ikki intervient et leur dit de rester à l'écart, mais il tente de le provoquer dans une bagarre. Kurado écrase une bouteille sur la tête d'Ikki et le défie. Alors que la situation s'aggrave, les autres clients craignent pour leur sécurité et fuient les lieux. Un serveur tente d'appeler la police, mais une file mystérieuse en blanc, avec un parapluie assorti, l'arrête. Voyant Ikki se faire frapper, Stella veut intervenir, mais il l'en empêche. Il continue de le provoquer, mais il sourit comme un psychopathe, reste calme et encaisse leurs coups. Fatigués de ne pas obtenir de réaction de sa part, les gangsters abandonnent leur provocation et s'en vont. Après leur départ, Stella réprimande Ikki de les avoir laissés partir et de l'avoir empêché d'intervenir. Il explique calmement qu'il s'est retenu pour ne pas être renvoyé de l'académie, mais Stella lui dit qu'il n'avait pas besoin de son épée pour ne pas être expulsé et qu'il n'aurait pas pu affronter les gangsters à main nue car il semblait très fort. Soudain, un petit garçon apparaît et leur dit que Kurado, l'as de l'académie d'Obdonro, est le mangeur d'épée. Le garçon applaudit le jugement d'Ikki et révèle que Kurado était dans le top 8 du festival des 7 étoiles l'an dernier, choquant tout le monde. La mystérieuse fille au parapluie apparaît et confirme ses dires. Stella demande à Ikki s'il les connaît, et il lui dit que le petit garçon s'appelle Utakata, vice-président du conseil étudiant d'une autre académie, et que la mystérieuse dame est Kanada, responsable d'un comté dans la même école. Stella devient méfiante quand le petit garçon Utakata propose de soigner les blessures d'Ikki qui accepte son offre. Plus tard, en quittant le restaurant, Iyase demande à Ikki s'il va bien, et il répond qu'il est parfaitement rétabli grâce au traitement du petit garçon. Soudain, il reçoit un mail de l'école. Son prochain combat de sélection est contre Ayas. Une tension gênante s'installe et elle s'enfuit embarrassée. Pendant ses entraînements, Ayas devient très distante et ne vient plus du tout à leur séance. Aki en parle à Alice, qui lui conseille de se calmer. Ayas fera un geste avant leur combat le lendemain. Comme prévu, Ikki reçoit un message d'Ayas lui demandant de la rencontrer seule sur le toit à 3h du matin. Alice le prévient que c'est peut-être un piège, mais Ikki décide d'y aller, ne pouvant refuser une demande de son ami. Alice le prévient encore, il doit être prêt à rompre leur amitié si ça tourne mal. Malgré l'inquiétude d'Alice, Ikki reste têtu, affirmant qu'il ne brisera pas leur amitié quoi qu'il arrive et va retrouver Ise sur le toit. Ikki lui demande de quoi elle veut parler et elle l'interroge sur sa promesse à Stella de gagner le tournoi. Il répond qu'ils feront de leur mieux et se battront à fond pour gagner, mais elle insiste. Que fera-t-il face à un ennemi qu'il sait imbattable? Il maintient qu'il se battra loyalement de toutes ses forces, même sans victoire. Aes n'est pas d'accord, arguant qu'une justice sans résultat est absurde. Elle invoque son épée et se jette du toit. Ikki se précipite et utilise son attaque ultime Itoshura pour la sauver. Après l'incident, elle révèle l'avoir piégé pour qu'il utilise Itoshura, sa technique puissante, utilisable une fois par jour. Avec un match de sélection dans 10 heures, il n'aura pas le temps de récupérer et de l'utiliser à nouveau. Elle a maintenant une chance de gagner contre lui. Se sentant trahie, Ikki lui demande pourquoi elle va si loin pour gagner. Elle répond que seule la victoire compte. Il la prévient que ses actions pourraient déshonorer sa famille et elle-même, mais elle reste ferme. Elle n'est peut-être pas une épéiste douée, mais elle gagnera le match quoi qu'il arrive. Plus tard,
il retourne dans sa chambre et s'effondre sur Stella endormie, la réveillant. Elle pense d'abord à des intentions coquines, mais réalisant qu'il ne peut pas se tenir, elle l'emmène à l'hôpital. Il se réveille et voit Shizuko, Alistair et Stella tous inquiets et lui souhaitant un prompt rétablissement. Il se lève en sursaut, pensant avoir manqué le match. Mais Stella l'assure qu'il a encore le temps. Le directeur entre alors et l'emmène pour une enquête sur l'événement. Ikki refuse fermement de discuter, affirmant qu'il est prêt à assumer la responsabilité des dommages et à accepter sa punition. Méfiance, le directeur demande s'il couvre quelqu'un. Il révèle qu'il y a quelques années, le père d'Ayaz n'a plus pu tenir d'épée après son duel contre Corrado qui a pris leurs terres et leurs bâtiments. Kaido est dans le coma depuis. Ayas est animé par le désir de récupérer tout ce que Corrado a pris à sa famille, voyant le festival comme sa dernière chance de regagner leur honneur. Plus tard, Ikki réfléchit à sa détermination. Alice lui dit qu'elle est comme une bête désespérée acculée. Il demande à Stella de l'accompagner pour comprendre comment vaincre Ayas. Alice donne un aperçu, mais les capacités d'Ayas restent largement inconnues. Bientôt, la bataille commence et Ikki affronte Ayas dans l'arène. Il invoque immédiatement son épée et elle lui demande s'il lui a déjà pardonné et invoque son épée sans cicatrice. Il saute rapidement pour l'attaquer, mais elle utilise une attaque mystérieuse qui le coupe à diverses parties de son corps, sorties de nulle part. Tout le monde dans le public, y compris Stella, ne sait pas quel type de capacité possède Ice. Personne ne connaît ses capacités, car jusqu'à cette année, elle n'a participé à aucune bataille, et la bataille qu'elle a gagnée avant cela était entièrement due à sa maîtrise de l'épée, sans utiliser ses capacités magiques. Ikki semble être désavantagée, mais il l'attaque toujours. Elle utilise ensuite son attaque mystérieuse et lui dit que c'est son goût d'attaque par vent, qui consiste à utiliser son appareil pour créer des tourbillons et des pièges invisibles sur le champ de bataille. L'ouverture de la blessure est la capacité spéciale de son appareil, et elle a placé plusieurs centaines de coupures d'épée invisibles sur le champ de bataille. Mais cela va à l'encontre des règles du concours et elle a de la chance que personne ne s'en soit encore rendu compte. Il esquive habilement son attaque et parvient à éviter ses ruses. Yas en est surpris et se demande s'il a découvert sa tactique. Déterminée à gagner avant qu'il ne réalise pleinement son schéma d'attaque, elle l'attaque furieusement et il s'effondre au sol à genoux. Il se rend compte qu'une attaque supplémentaire de sa part peut ouvrir davantage la cour et blesser ses organes vitaux, conduisant à sa défaite. Donc, pour la contrer, il utilise une technique spéciale appelée garde irrégulière et repense au moment où il a demandé à son instructeur Yuri, qui serait le superviseur du match, d'ignorer si Ice avait violé des règles pendant la bataille. Malgré l'impact négatif potentiel sur ses perspectives de tournoi, il a insisté sur cette demande. Sans le savoir, Iyas continue de l'attaquer férocement et il lui dit qu'elle se perd complètement en ignorant non seulement ses leçons, mais aussi ses propres capacités en essayant d'être une personne méchante, ce qu'elle n'est pas. Il l'encourage à se battre équitablement avec fierté. Mais elle lui dit qu'aucune dose d'équité ni de fierté n'a sauvé son père et se met à crier comme une folle. Déterminé à l'aider à retrouver sa fierté, il lui fait face et contrecarre toutes ses attaques en utilisant sa vision parfaite. Elle se rend compte qu'elle doit être plus rapide que sa vision pour gagner et repense à tous les malheurs que sa famille a affrontés cette année. Elle l'attaque avec détermination. Cependant, il utilise une frappe puissante en utilisant sa 4e épée secrète et bat Ayas. Malgré sa défaite, Ikki félicite Ayase pour ne pas avoir abandonné l'héritage de son père et lui propose sa main pour l'aider à retrouver ce qu'elle a perdu. Il lui dit que lorsque quelqu'un est poussé à bout et n'a nulle part où aller, la seule chose qui le soutient est la fierté qu'il a de son épée. Ayas, émue par le soutien d'Ikki, admet qu'elle se trompait et se sent malheureuse pour ses actes. Cependant, il lui assure qu'elle a toujours de la force dans son cœur car elle n'a jamais abandonné la mémoire de son père. Touchée par la gentillesse d'Ikki, elle lui tend la main, cherchant son aide et ses conseils. Sans avoir besoin de raison, il lui dit qu'il veut l'aider parce qu'elle est son amie. Elle se souvient de son père et voit Ikki comme l'incarnation d'un épéiste cool et vrai comme son père. Elle plaide pour son aide et il répond que sa détermination est exactement ce qu'il voulait entendre. Après la bataille, Ayaz se souvient avec tendresse de ses journées passées avec son père. En raison de son problème cardiaque, il a dû prendre sa retraite alors qu'elle était encore au collège. Cependant, il n'a jamais renoncé à la guider, elle et ses autres élèves, avec une dignité inébranlable. Il lui a enseigné des techniques cruciales comme d'étendre ses épaules tout en gardant ses bras forts, resserrer ses poignets sans forcer et maîtriser la technique secrète Tenai Muho. Ayaz trouvait ses enseignements difficiles, mais son père l'a félicité d'avoir suivi fidèlement ses instructions.
Il lui rappelait constamment d'être fier de ses capacités, de toujours faire preuve de civilité, d'aider les faibles et de s'opposer au mal. Ces leçons ont profondément résonné en Ayas et elle les a gardées dans son cœur même après la malheureuse maladie de son père. Plus tard dans la journée, Stella lit sur son téléphone l'histoire de Corrado qui, il y a 3 ans à l'Académie d'Honko, est entré officieusement dans d'autres écoles et a détruit des écoles d'arts martiaux autour de la ville. Il est connu comme un mangeur d'épée et Aes lui dit que lorsqu'il a combattu son père il y a 2 ans, il n'a pas utilisé ses véritables capacités mais s'est appuyé sur des astuces d'épée bon marché pour le vaincre. Elle raconte à Stella et Ikki ce jour fatidique où Kurado a combattu son père. Il a fait tomber Kaido et son père lui a présenté ses excuses de ne pas être là lorsque Kurado l'avait blessé auparavant et l'avait attaqué avec détermination. Finalement, Corrado a vaincu son père et elle s'est précipitée pour l'aider. Remplie de regrets, Ayaz exprime à Stella et Ikki qu'elle se reproche de ne pas s'être opposée à Corrado ce jour-là et de reprendre leur place. Elle regrette de ne pas avoir pu aider son père au moment où il en avait le plus besoin et exprime sa déception face au manque de fierté et de noblesse de l'épée de Corrado. Ce n'est rien d'autre que de la violence barbare. Ice les emmène ensuite dans ce qui était autrefois la maison de son père, mais qui appartient désormais à Corrado. En entrant, il voit les membres du gang de Corrado rire et Ikki s'approche d'eux et leur demande s'ils savent où se trouve Corrado. Après avoir trouvé son emplacement, ils affrontent Corrado qui se moque d'eux. Ikki s'avance et le défie en duel au nom d'Ayaz, jurant de reconquérir la maison et l'école de sa famille. Kurano le nargue, mentionnant son manque de courage au restaurant. Cependant, Eki affirme avec confiance que cette fois-ci, c'est différent. Il rappelle à Kurano que bien qu'il leur soit interdit d'utiliser leurs appareils en dehors de l'école sans autorisation, cet endroit était autrefois une école d'arts martiaux. En tant que maître d'école, si Kurado donne la permission, ils peuvent s'engager dans un duel. Kurado rit et accepte, déclarant qu'Eki doit remplir ses qualifications avant que le duel puisse commencer. Eki jette les cartes d'identité des membres du gang de Kurado et demande si cela satisfait à la qualification. En réponse, Kurado invoque son épée mortelle, Orochimaru, qui peut se transformer en différentes formes. La bataille commence et Kurado charge en avant, mais Ikki parvient à se défendre. Corrado commence à l'attaquer à plusieurs reprises et il les esquive avec effort avant de charger Corrado, mais n'a aucun impact sur lui. Il est intrigué par les capacités de Corrado et se demande s'il a réalisé ses intentions. Kurado transforme ensuite son épée en une longue créature mortelle ressemblant à un serpent et attaque férocement Ikki tout en se moquant de lui. Malgré ses efforts, la vitesse et les réflexes incroyables de Kurado le font paraître imbattable et il parvient à peine à retenir ses attaques même après avoir utilisé sa vision parfaite. Ikki se rend compte que la capacité de Kurado réside dans sa vitesse et ses réflexes, ce qui lui a déjà permis de vaincre le père d'Ayas. Kurado l'applaudit pour avoir été le premier à découvrir sa capacité appelée compteur marginal et cela aussi après leur première bataille et à attaquer Ikki depuis 2 directions en même temps. Mais il parvient à esquiver ses attaques en utilisant son mouvement de garde irrégulier. Alors Kurado l'attaque dans les 4 directions et le submerge, lui faisant perdre l'équilibre et évitant l'attaque fatale. Il continue de se battre et Aes remarque que le combat est similaire à ce qui est arrivé à son père. Elle essaie d'intervenir, mais Stella l'arrête, expliquant que si elle l'interrompt, elle ne récupérera ni la maison ni l'école de sa famille. Stella ajoute qu'Eki apprécie le combat et essaie de trouver un moyen de vaincre Corrado. Alors que la bataille fait rage, Ice se rend compte que la défaite de son père n'est pas due à sa faiblesse, mais au fait que Corrado était un adversaire redoutable. En observant Eki profiter de la bataille, elle se rend compte que son père a dû ressentir la même joie lors de son dernier combat et se souvient qu'il s'est excusé d'avoir été ainsi, même s'il a vraiment apprécié cela. Le regret inonde Ayaz alors qu'elle comprend maintenant les paroles de son père et elle se met à pleurer, réalisant qu'elle n'est pas une vraie épéiste car elle ne pouvait pas pleinement comprendre l'esprit et l'âme d'un combattant. Stella discerne la faiblesse de Kurado, attaquant constamment en raison de son contre-mouvement marginal, ce qui lui fait épuiser son endurance. Pendant ce temps, Kurado loue l'entêtement d'Ikki et Ikki répond en disant qu'il déteste perdre et qu'il s'amuse trop pour mettre fin à la bataille. Déterminé, Aki promet à Ies qu'il vengera le malheur de son père et frappe Kurado, le surprenant avec l'essence de la technique de Kaido. Il utilise avec succès la technique secrète de Kaido, Tenai Muvo, que Kaido avait tenté d'utiliser lors de sa dernière bataille, mais a échoué.
Irénée est étonnée qu'Eki connaisse cette technique, et Stella révèle qu'elle a expérimenté la même technique pour lui lors de leur simulation de combat. Impressionné par la performance d'Iki, Corrado lui demande son nom et lui dit qu'ils continueront leur combat au Seven Star Battle Festival avant de partir et lui dit de faire ce qu'il veut de cet endroit. Après la bataille, Agas s'excuse de ne pas comprendre le vrai sens de l'escrime, mais Iki lui assure que ce n'est pas de sa faute et que la seule raison pour laquelle il a gagné aujourd'hui est qu'il a appris la technique secrète de Kaido en observant ses mouvements. Il pense qu'elle est la véritable successeur de l'héritage de son père. Ayas exprime sa gratitude pour ses encouragements et lui dit qu'elle doit devenir encore plus forte pour avoir suffisamment confiance en elle pour perpétuer l'héritage de son père. Ensemble, ils décident de reconstruire l'école d'arts martiaux ayant appartenu à son père. Plus tard, Stella informe Iki que IAS a apparemment avoué au comité du match de sélection qu'elle avait commis un acte criminel lors de son match contre lui, entraînant son exclusion des matchs électoraux et une suspension de 10 jours. Ils apprécient tous les deux Ayas pour avoir assumé la responsabilité de ses actes. À ce moment-là, Stella reçoit un message d'Ayas révélant que son père a repris conscience. Enthousiasmés par la nouvelle, ils célèbrent la compagnie de chacun, mais leur moment de joie est brutalement interrompu par Shizuku et Alice, qui écoutaient leur conversation derrière un banc. Stella propose rapidement une histoire de couverture, prétendant qu'il ne faisait qu'un match de lutte avec le pouce et que rien d'autre ne se passait. Stella et Shizuku échangent des insultes comme ils le font habituellement, laissant Iki debout maladroitement au milieu de leur plaisanterie. Dans les batailles à venir, Iki continue de remporter la victoire, remportant les 12 derniers 6 matchs consécutivement sans une seule défaite. Son incroyable performance lui vaut l'admiration du public, qui le salue comme un maître, le qualifiant d'autre. Impressionné par la performance exceptionnelle d'Iki lors des matchs de sélection, le réalisateur le reconnaît, lui et Stella, comme des étudiants vedettes à fort potentiel dans leur année. En conséquence, le directeur les affecte au camp d'entraînement de l'école dans un endroit appelé Okutama, où ils recevront une formation appropriée. Enthousiasmé par le voyage, Stella s'exclame à propos du grand air et apprécie le directeur pour avoir organisé le camp d'entraînement. Eki convient que c'est bien de prendre une semaine de congé de l'école. En chemin, ils traversent des endroits magnifiques et Stella est très excitée. Pendant ce temps, Alice et Shizuka sont à la station de métro. Elle exprime son mécontentement de ne pas avoir pu empêcher son frère et Stella de partir en voyage et lui demande de l'accompagner pour l'encourager. Mais il lui dit qu'il a malheureusement fait d'autres projets pour aujourd'hui et l'envoie dans un train en l'encourageant à être forte avant de partir. Au camp d'entraînement, Stella aime passer du temps avec Iki, l'encourage à faire plus de trucs d'amant et commence à l'embrasser. Au lieu de lui rendre son affection, il l'arrête et lui montre un groupe de personnes qui se trouvent être les membres du conseil étudiant. Après avoir atteint leur logement, Stella et un garçon appelé Renren s'affrontent férocement en utilisant leur pouvoir magique. Ils semblent être à égalité et tous ceux qui assistent en cas leur match se demandent quel genre d'absurdité ce jeu est, car ce n'est pas un match de badminton typique. Iki demande à la Dame Blanche Canada pourquoi ils sont ici et elle répond qu'ils doivent donc travailler pour le conseil étudiant et demande s'il est ici pour la même raison. Il réalise avec choc qu'elle et Stella ont été trompées par le réalisateur. Plus tard, Stella doit nettoyer le sol du camp d'entraînement et la dame parapluie l'informe que le camp d'entraînement n'aura lieu ici que dans un mois. En attendant, ils doivent tous nettoyer tout le camp en préparation. Stella regrette d'être venue et se rend compte que le travail du conseil étudiant est plus ennuyeux qu'elle ne le pensait. Tout le monde fait le ménage avec beaucoup d'enthousiasme sauf elle, et elle commence à voir les membres du conseil étudiant sous un nouveau jour, réalisant les responsabilités qu'ils assument. Le petit garçon, Yuto Kata, révèle qu'ils ont seulement demandé un coup de main supplémentaire au réalisateur, et le réalisateur l'a envoyé lui et Stella. Il dit à Iki que le président de leur conseil étudiant, Topa Toto, mourrait d'envie de le rencontrer au moins une fois. Kaneda l'informe que Toka est en retard pour faire des courses et qu'elle les rejoindra bientôt. Après leur ennuyeux travail de nettoyage, Stella et Iki décident d'explorer et de visiter les cascades. Ils informent les membres du conseil étudiant de leur projet et Renren se moque de lui, suggérant qu'il veut passer du temps en privé avec Stella. Les membres du conseil étudiant leur souhaitent bonne chance et les encouragent à s'amuser. Ichiya et Stella gravissent une montagne qui s'avère plus raide qu'ils ne le pensaient, mais Stella se fatigue. Il lui demande si elle va bien car encore plus tôt dans la journée, elle n'a mangé que 2 bols de ramen comme une fille normale au lieu de 7 bols comme elle le fait habituellement. Elle lui dit qu'elle va bien et ils continuent à gravir une montagne. Pendant ce temps, Shizuku arrive à la maison et se dirige vers sa chambre où son chat la salue affectueusement en se frottant contre sa jambe.
Elle découvre des photos d'enfance d'Iki dans sa chambre, lui apportant du bonheur. Alors qu'elle admire les photos, elle est appelée dans le salon où il devient évident que son père veut parler. Cependant, leur conversation devient tendue lorsque Shizuko exprime son mécontentement quant à la façon dont il traite Iki. De retour au camp, l'état de Stella se détériore et elle devient de plus en plus fatiguée et malade. Aki prend soin d'elle et lui propose de retourner au camp car elle ne s'améliore pas. Elle lui dit qu'elle a des vertiges et des nausées et lui demande même avec horreur si le baiser qu'ils ont partagé l'autre jour aurait pu la mettre enceinte. Iki la rassure que ce n'est pas possible et se demande si elle joue simplement la fille innocente ou si elle est stupide. Il suggère qu'elle a peut-être attrapé un rhume, mais Stella admet qu'elle n'en a jamais eu auparavant et a l'impression que son corps ne coopère pas avec elle. Mais avant qu'il puisse l'emmener au camp, l'entraînement commence. Alors il l'emmène dans un refuge de montagne. Iki continue de s'occuper de Stella et vérifie la fièvre. Comme il l'avait prédit, elle a une forte fièvre. Après l'avoir réconfortée, il parle de leur relation et Iki exprime son désir de parler fièrement de leur relation avec leurs deux familles. À ce moment-là, il est interrompu par un appel téléphonique des membres du conseil étudiant soucieux de leur bien-être. Aki leur explique la situation, les informant qu'ils se trouvent actuellement dans un refuge de montagne en attendant que la pluie s'apaise. À leur insu, un harceleur surveille Iki et Stella et signale leur position à quelqu'un au téléphone. Pendant ce temps, chez Shizuko, elle et son père poursuivent leur conversation tendue et elle décide finalement de partir, déclarant qu'elle n'est rentrée à la maison qu'à cause des messages de sa mère. Cependant, son père révèle que c'est lui qui a écrit ces messages en se faisant passer pour sa mère car il savait qu'elle ne répondrait pas à ses textes ou à ceux de sa mère. Shizuko lui demande ce qu'il veut et il prétend qu'il se préoccupe simplement de son bien-être. Il exprime sa fierté d'avoir remporté les 12 matchs de sélection et lui assure qu'il est convaincu qu'elle deviendra la représentante de l'école et participera au tournoi 7 étoiles. Cependant, elle se moque de ses paroles et souligne qu'Eki se débrouille également bien dans les matchs de sélection, se demandant pourquoi il s'en fiche. Elle part alors. De retour au refuge de montagne, Eki entend du bruit et sort pour trouver un géant fait de rochers attaquant leur gîte. Il se précipite pour protéger Stella. Il la transporte en sécurité sous un arbre avant d'affronter le monstre géant des roches. Invoquant son épée, Iki attaque le monstre, mais à sa grande surprise, il se divise en monstres de roche plus petits, ce qui rend difficile sa défaite. Les monstres l'attaquent et se dirigent ensuite vers Stella. À ce moment-là, Renren arrive et sauve Stella, dépassant son Iki. Le reste du conseil étudiant arrive et combat les monstres de roche. Akari suppose que les monstres doivent être contrôlés par un chevalier magique. Utakata le rejoint et explique que cela doit être le travail d'une personne utilisant la capacité du fil d'acier. Il explique en outre que les individus dotés de la capacité du fil d'acier utilisent des cordes magiques pour contrôler à distance des substances inorganiques, comme ces roches. Soudain, le président du conseil, Tokatoda, arrive et rejoint le combat. Elle explique que peu importe la mesure dans laquelle le fil d'acier est utilisé, ils sont tous connectés par les mêmes pouvoirs que le monstre, ce qui les rend traçables. Tuka utilise son attaque coup de tonnerre pour vaincre les monstres de roche, et Iki est étonné par sa force et ses capacités incroyables. Sa puissante attaque traverse la corde magique, blessant l'utilisateur du fil d'acier, qui est toujours éloigné de la scène. Iki s'émerveille de ses prouesses en tant que l'une des 4 finalistes des batailles de l'année précédente et le chevalier le plus fort de l'académie. Pendant ce temps, Shizuku reçoit un message révélant que son prochain adversaire dans la bataille des 7 étoiles sera Tokatoda, et trouve cette nouvelle amusante. La semaine suivante, Shizuku fait un voyage dans ses souvenirs, se remémorant son enfance. Elle se souvient de la façon dont les adultes pardonnent leurs erreurs devant le pouvoir, mais son frère, Iki, ne s'est jamais incliné devant le pouvoir et l'a inspirée à être forte. À cette époque, elle ne savait rien de la dureté ou de la froideur de la solitude qu'il supportait, car tous les membres de sa famille le traitaient comme s'il n'avait jamais existé. Quoi qu'il arrive, elle suivra ses traces et prouvera sa force en remportant le match contre Tokatoda lors du 7-Star Battle Festival. Plus tard dans la journée, pendant le déjeuner, Iki, Stella et Alice discutent des pouvoirs de Tokatoda après avoir lu un article sur elle. Alice interroge Iki à propos de Toka, mais il répond qu'il n'a pas beaucoup parlé avec elle et qu'il n'a été témoin que d'une fraction de son pouvoir lors de sa bataille contre le monstre de roche. Mais même cela suffisait à confirmer les rumeurs selon lesquelles elle était très puissante. Stella craint que Shizuko ne perde, et Alice lui dit qu'elle mène des batailles simulées avec des hommes de la classe supérieure qui sont des utilisateurs éclairs pour se préparer à son combat contre Tuka.
Il explique en outre que la capacité de Shizuko à contrôler le pouvoir magique à un niveau très élevé lui permet de créer de l'eau ultra pure qui ne conduit pas la foudre, compensant ainsi le désavantage naturel de l'eau face à la foudre. Malgré cela, Ikki est toujours inquiet pour Shizuko et même s'il veut qu'elle gagne, il ne veut pas qu'elle soit dure avec elle-même. Plus tard, Shizuku partage ses sentiments avec Alice, exprimant son amour pour Ikki et son désir d'être forte pour l'aider. Elle jure de montrer sa force lors du prochain match et de faire ses preuves. Ensuite, la bataille entre Shizuku et Tuka commence. Ils s'affrontent dans l'arène. Le commentateur annonce que Tuka est la numéro 1 du classement et dit au public qu'elle est si rapide qu'on peut l'éviter et que son attaque d'éclair doré frappera son adversaire en un clin d'œil. Shizuku invoque son épée en premier et Tuka emboîte le pas en invoquant son épée de tonnerre. Shizuku repense à son enfance, à la façon dont elle aime son frère et est déterminée à gagner. Pendant un moment, aucun d'eux ne bouge et se regarde simplement, déroutant le public et les commentateurs. L'instructeur Seikyo, qui est le superviseur de ce match, explique aux commentateurs que les candidats attendent de voir comment leur adversaire va bouger, car ils sont tous les deux assez forts pour être un champion 7 étoiles, mais celui qui bouge avec négligence perdra. Eiki sait que Shizuku ne veut pas faire le premier pas dans ce match, car Tuka possède l'arme la plus puissante qu'elle puisse utiliser à courte portée. Il révèle à Stella que son art noble était si fort et intense que Tuka a été surnommé ainsi le Reikiri, une technique de dessin d'épée super électromagnétique. Il explique que dans le passé, Tuka utilisait cette technique pour vaincre plusieurs de ses adversaires. Une fois qu'elle a dégainé l'épée et utilisé la technique, on peut être sûr qu'elle abattra son adversaire et personne n'a été capable de survivre à ses attaques à courte portée auparavant. Shizuku crée une barrière protectrice en créant un champ de glace. Tuka évite instantanément cela et lance une contre-attaque à longue distance comme prédit par Shizuku. Elle invoque une vague géante et envoie des balles d'eau sur Tuka qui dévie toutes les balles d'eau avec son épée de tonnerre et riposte à la vague. Elle continue d'attaquer et sa vitesse fulgurante devient évidente. Eiki explique à Stella que pour maintenir la technique des vagues de Shizuku, elle doit générer de l'eau ultra pure. En revanche, Tuka n'a plus qu'à continuer d'attaquer avec ses éclairs. Soudain, Shizuku utilise sa glace pour maintenir Tuka au même endroit et lui lance une énorme attaque de glace. Mais Tuka se libère de la glace et tout le monde les applaudit pour avoir livré une bataille aussi extraordinaire. Tuka se demande comment Shizuku est capable de contre-attaquer et de la piéger dans la glace, car il est impossible pour Shizuku de voir à travers son contrôle de pouvoir magique. Soudain, en un clin d'œil, Tuka se rapproche de Shizuku et se lance dans une série d'attaques contre elle, les esquivant de justesse. Tuka recommence, et cette fois, il atterrit sur Shizuku, la blessant assez grièvement. Mais il s'avère que Tuka avait en fait attaqué l'ombre aquatique de Shizuku et non elle. Mais malgré tout, elle a eu une réduction à cause de l'impact. Au fur et à mesure que la bataille progresse, Shizuko ne peut pas voir à travers les mouvements de Tuka et se retrouve désavantagé. Tout le monde ne comprend pas pourquoi la bataille n'est même plus comme avant, car Shizuko parvient désormais à peine à se défendre contre les attaques de Tuka. Ikki révèle à Stella que la technique de Tuka est connue sous le nom de Nukiyoshi, qui cache l'existence de l'adversaire à son inconscient. Il se souvient que l'instructeur Seikyo lui avait fait ça une fois. Il explique que même si les yeux de Shizuko suivent les mouvements de Tuka, son esprit conscient les catégorise comme informations inutiles, les rendant méconnaissables. Soudain, Seikyo apparaît devant lui, prouvant qu'il avait raison. Elle lui dit que la technique est une combinaison de pas furtifs et de techniques de respiration issues des arts martiaux anciens. À ce moment-là, le réalisateur surgit de nulle part et demande comment il a reconnu la technique de Oka. Il lui dit qu'il était en fait surpris qu'un élève puisse faire la même chose que Seikyo. Le réalisateur lui dit que c'est une évidence car ils ont tous deux appris du même chevalier, qui est le dieu de la bataille appelé Nango. Seikyo devient gêné que le réalisateur ait révélé son secret et maudit son maître. Elle trouve alors une excuse aléatoire et est renvoyée par le réalisateur qui dit à Ikki qu'il devrait maintenant savoir que sa sœur ne pourra pas se libérer de la technique spéciale Nukiyoshi de Tuka. Il est d'accord et spécule que Shizuku a besoin de quelque chose pour contrer l'avantage à courte portée de Tuka. Et il soupçonne qu'elle pourrait avoir une chance si elle trouve une telle stratégie, sinon elle perdra à coup sûr. Déterminée à montrer à Ikki combien elle l'aime, elle décide d'aller au-delà de ses limites et passe à l'offensive, se lançant dans une attaque féroce avec ses lames d'eau. Tuka contrecarre l'attaque et attaque en retour. Ils vont et viennent pendant un moment, essayant de s'attaquer. Alors que la bataille s'intensifie, Shizuku crée un champ de glace magique pour se déplacer librement et attaque Tuka.
Elle crée plus d'ombre d'eau pour l'attaquer dans le brouillard, et Tuka a du mal à se déplacer aussi librement qu'elle. Shizuku utilise ensuite sa technique spéciale de lame d'eau sur elle. Cependant, Tuka contre-attaque juste à temps avec son ultime attaque éclair et la frappe. Malgré ses efforts considérables, Shizuku perd le match et est admise à l'hôpital. Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, elle voit Stella, Alice et Ikki l'attendre inquiète. En réalisant qu'elle a perdu, elle demande à tout le monde de partir, disant qu'elle est fatiguée. Ils quittent une pièce selon sa demande, mais Ikki et Stella la lavent de l'extérieur. Aki dit à Stella que Shizuko est devenue vraiment forte. Plus tard, Alice reste pour parler à Shizuko. Il la réconforte en la serrant dans ses bras et la félicite pour sa très bonne performance. Il lui dit qu'Ikki l'a surveillée jusqu'à la fin et qu'elle n'a pas besoin d'être trop dure avec elle-même. Shizuko le serre dans ses bras et pleure, laissant échapper ses émotions. Dans les jours qui suivent, Stella remporte ses batailles, menant à sa victoire sur un total de 14 matchs. Après la bataille, elle et Ikki se promènent dans les bois et discutent de leur progrès dans les matchs. Elle mentionne qu'elle se sent plus forte et a beaucoup plus d'endurance, lui en attribuant le mérite de manière ludique et en plaisantant, en disant que c'est à cause de sa torture pendant leur séance d'entraînement. Elle lui rappelle leur promesse d'être sélectionnés pour combattre dans un festival 7 étoiles et s'affronter à nouveau en finale. Ils reconnaissent tous deux que pour atteindre cet objectif, ils doivent gagner ensemble tous les matchs restants. À l'école, des avis informent les élèves qu'il ne reste plus que 4 matchs pour la sélection du représentant de l'école. Plus tard, le réalisateur interroge Ikki à propos d'un vieil homme tué nommé Akaza de la Fédération internationale des chevaliers de magique. Akaza confirme qu'il connaît cet homme et l'a rencontré à plusieurs reprises alors qu'il vivait encore dans la maison de ses parents, et que l'homme travaille désormais sous la direction de son père. Le directeur l'informe qu'apparemment Asa est désormais en charge du comité d'éthique et le soupçonne de fouiner secrètement dans l'école. Elle est surprise qu'il s'abaisse si bas et recourt à des moyens aussi sournois, mais Ikki pense que l'homme agit de son propre chef en raison de sa haine personnelle à son égard. Plus tard, lui et Stella sont invités à visiter le conseil étudiant, où ils sont chaleureusement accueillis par Tokatoto, le président. Elle demande ensuite à Yudakata de remettre toutes les bandes dessinées sur l'étagère après les avoir terminées. Elle gronde également au reste des membres de remettre leurs affaires à leur place. Stella et Ikki regardent la scène avec perplexité et se demandent pourquoi on leur a demandé de se rendre au conseil étudiant pour une question aussi insignifiante. Dans la scène suivante, ils se rendent tous dans un endroit où Ikki et Stella découvrent que Toka est impliquée dans des activités sociales. Elle aide les enfants dans le besoin et Utakata les informe qu'il était dans une situation similaire il y a quelques années. L'un des enfants reconnaît Stella à la télévision et s'approche d'elle pour lui demander de jouer, et elle accepte. Ensuite, ils rejoignent tous les enfants et jouent avec eux pendant qu'Ikki, Tuka et Utakata aident à préparer la nourriture pour les enfants pauvres. Ikki remercie Tuka de l'avoir sauvé au camp et aussi de s'être bien battu avec sa sœur. Utakata lui dit que Shizuku était très forte lorsqu'elle a obligé Tuka à enlever ses lunettes. Aki confirme si c'est parce que Tuka peut améliorer la précision de son noble art en bloquant sa vision, et Tuka confirme que c'est bien vrai. Elle explique que les actions humaines sont toutes contrôlées par les signaux de transmission de notre cerveau, qui sont un faible courant électrique, et qu'en tant qu'utilisateur de Lightning, elle peut détecter ces signaux en utilisant sa technique appelée visée inversée. Elle explique en outre que c'est grâce à cette capacité qu'elle a pu voir les pièges et les attaques soudaines de Shizuku. Tuka leur dit qu'elle s'occupera du reste de la cuisine et demande à Ikki et Utakata de faire une pause. Pendant ce temps, les enfants s'amusent en jouant avec les autres membres du conseil étudiant. Pendant leur pause, Ikki dit à Utakata qu'il est fasciné par Tuka et qu'il ne semble pas pouvoir la quitter des yeux. Utakata lui dit que c'est parce qu'il regarde le cœur d'elle. La source de sa force vient du fait qu'elle aide les enfants confrontés à des situations compliquées et à des milieux pauvres. Il informe que tous ces enfants ont vécu des moments terribles et que l'un des pères de l'enfant a voulu mettre fin à son propre fils, qui est devenu agressif et navré, mais elle ne l'a jamais abandonné, et grâce à elle, l'enfant a maintenant pu se ressaisir. Il dit à Ikki qu'elle veut donner de l'espoir, du courage et du soutien aux enfants. Après avoir cuisiné, elle distribue à manger à tout le monde et s'occupe des enfants. Ikki observe son attention et sa compassion sincère pour eux et se rend compte que sa véritable force réside dans son altruisme et son dévouement à aider les autres. Plus tard, Ikki et Stella retournent à l'école dans un bus et, en arrivant,
ils voient Alice, Shizuku et la journaliste Kagami s'approcher d'eux. Kagami leur montre un journal avec leurs photos d'eux s'embrassant et les informe que la presse est partout sur cette nouvelle en raison de la popularité de Stella. Elle arrache l'article à Kagami, le lit et devient furieuse lorsque le journal dit que Eki est le pire des gars, dont la mauvaise conduite est un problème pour la Fédération de la Nuit depuis un certain temps. Elle brûle le papier de colère, et à ce moment-là, une voiture de luxe s'arrête près d'eux, et Akaza en sort en riant psychotiquement. Il informe Iki qu'en raison de cet incident, il a été convoqué à une audition par le comité d'éthique de la Fédération internationale et demande à Iki de l'accompagner. Stella intervient pour le défendre, mais il l'arrête et accepte de venir, n'ayant pas d'autre choix. Lors de l'audience, Mikasa interroge Iki sur sa relation avec Stella. Il demande à Iki quand il a commencé à sortir avec elle, et il répond que c'était vers le début des matchs de sélection. Akaza l'accuse d'avoir une relation inappropriée avec elle, mais Iki défend leur amour et refuse d'accepter tout acte répréhensible. Akaza lui ordonne de parler uniquement lorsqu'on lui demande, sinon il créera une mauvaise impression. Eki acceptait de coopérer et s'excuse. Pendant ce temps, le réalisateur discute de la situation avec Seikyo et lui dit qu'Akaza utilise des mesures sournoises pour discréditer Eki. De retour à l'audience, ils l'ont mis dans sa cellule pour dormir et l'ont informé qu'il devait être présent à l'audience le lendemain matin à 6 h. Pendant ce temps, Stella remporte une autre bataille, mais tout le monde parle d'elle et répand des rumeurs. Cependant, elle est plus inquiète de l'impact négatif de leur relation sur Iki et se couche en se demandant si elle devrait rompre avec lui pour le sauver. Le lendemain, Iki est obligé d'avoir son match de sélection au siège du comité au lieu de l'école. Son adversaire est un garçon nommé Ariki et il lui est interdit d'avoir des conversations personnelles avec lui et le match commence. De retour à l'école plus tard, Shizuku, Alice, Stella et Kagami discutent d'Iki à la cafétéria de l'école. Kagami leur montre un nouvel article disant qu'Iki a gagné de peu la bataille. Alice informe que la nouvelle est sous l'influence du comité d'éthique et que chaque article va être contre Iki pour le discréditer. Stella, accablée de culpabilité et de remords, leur demande si elle devrait rompre avec Iki et soudain Shizuku la frappe avec une attaque d'eau et lui dit qu'il supporte cette situation parce qu'il se soucie de sa relation avec elle. Shutsuku part alors en disant que si elle ne comprend pas cela et le trahit, elle ne lui pardonnera jamais. Stella se rend compte qu'Eki essaie de la protéger et se bat pour elle. Dans les jours à venir, Eki continue de gagner des batailles et a jusqu'à présent été victorieux dans un total de 16 batailles. L'instructeur Yuri-chan lui offre son soutien lorsqu'il s'effondre d'épuisement et lui fournit secrètement un gage d'encouragement de la part de Stella. Elle part ensuite en disant qu'elle le rencontrera lors de son 17e match. Ensuite, il ouvre le papier que Yuri-chan lui a donné et voit que Stella lui a donné un morceau de cheveux. Il puise sa force dans son geste et continue de se battre dans sa prochaine bataille au quartier général avec une détermination retrouvée. Pendant ce temps, Stella remporte également ses matchs pour tenir sa promesse faite à Iki de s'affronter en finale. Iki demande à Akaza d'organiser une rencontre avec son père et lui dit qu'il fera directement appel de son innocence puisqu'il est le chef du comité. Lors d'une réunion, son père Itsuki Kurogane lui reconnaît sa victoire dans les matchs de sélection jusqu'à présent. Cependant, il précise qu'il l'a toujours reconnu, mais estime qu'une personne sans talent comme Iki ne devrait pas être autorisée à exceller. Ces mots le touchent profondément et il se met à pleurer lorsqu'il réalise qu'il a cherché une validation au mauvais endroit. Alors que l'heure de son match contre Toka Toto approche, marquant sa bataille finale, le comité d'éthique menace de dépouiller Iki de son statut de chevalier s'il perd et l'informe que s'il gagne contre Toka, alors le comité d'éthique poursuivra l'audience plus loin et il accepte. Le lendemain, Iki réfléchit aux paroles de son père et aux actions altruistes de Tuka consistant à prendre soin des enfants pauvres et à leur donner du courage. Il regarde son épée vide et sans valeur, se demandant ce qu'il devrait faire maintenant. Pendant ce temps, Tuka parle avec sa mère au téléphone et Shizuko arrive. Yutakata l'accueille et Tuka s'excuse de lui avoir demandé de venir. Elle demande si Shizuko savait que le prochain adversaire d'Iki était elle. Shizuko confirme qu'elle était effectivement au courant et exprime son inquiétude quant aux méthodes douteuses de la fédération. Tuka lui dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter leur décision, et même si elle a entendu dire que l'état d'Iki était mauvais, elle pense qu'il serait sur le champ de bataille, lui donnant tout pour la battre. Tuka ajoute qu'elle ne peut pas prendre de raccourci face à lui. Elle doit le combattre avec son cœur et son âme et demande à Shizuko si elle demandera à Iki de se retirer de la bataille.
Shizuko lui dit qu'elle a besoin de temps pour y réfléchir et demande plus tard à Alice si elle doit empêcher Ikki de participer à la bataille. Alice dit à Shizuko qu'elle seule peut trouver la réponse à cette question puisqu'elle est la seule personne de la famille à laquelle Ikki s'est ouverte. Et elle comprend à quel point Toto est fort grâce à son expérience lors de sa bataille passée avec elle. Toppa s'interroge, se demandant si elle sera fière d'aller à la compétition nationale après une telle bataille, qu'elle gagne la bataille par défaut si Ikki se retire, ou qu'elle gagne contre lui s'il se présente. Yufikata lui rappelle que le match pourrait être arrangé par certains adultes du comité d'éthique pour satisfaire leurs désirs égoïstes, et lui dit qu'elle doit se battre de manière à pouvoir être fière d'elle. Pendant ce temps, Stella s'entraîne pour son propre combat. Plus tard, le match final de sélection de l'école est annoncé avec 6 matchs dans 6 endroits différents, et les gagnants recevront des billets pour le festival de bataille des 7 étoiles. Stella affrontait Mizuki Ohinatsu, l'un des représentants de l'école, et le public attend avec impatience la bataille entre Ikki et Tuka, qui est retransmise à la télévision. Le réalisateur et Sekio discutent du prochain match d'Ikki et de la façon dont Akaza aurait pu manipuler la situation pour faire de Tuka l'adversaire d'Ikki et qu'il n'a d'autre choix que de gagner contre elle. À ce moment-là, le légendaire dieu de la bataille Nango arrive au grand mécontentement et à la surprise de Sekiwa. Ils se chamaillent un moment et le réalisateur l'accueille en lui demandant s'il est venu voir Tako. Informe que bien que Tako soit son élève préféré, il est en fait venu voir le spectacle d'Ikki car il est de la famille Kurogan. Soudain, Akaza se joint à la conversation et suggère que le match pourrait être annulé. L'annonce indique qu'Aki n'est pas encore arrivé et que s'il ne se présente pas dans les 15 minutes, Toko sera déclaré vainqueur. Le réalisateur demande à Akaza pourquoi Aki n'est pas encore venu, car il a promis que la fédération amènerait Aki dans leur voiture. Il hausse simplement les épaules et lui dit qu'il y a peut-être eu un problème de communication. Et quand il est allé le chercher en voiture, Eik était déjà parti tout seul. Il lui dit froidement qu'Eki n'est pas un enfant, donc tout devrait aller bien, à moins qu'il ne s'effondre en chemin, puis Akaza rit méchamment. Pendant ce temps, épuisé et fatigué, Eki repense aux paroles de son grand-père et lutte pour atteindre le campus. Le doute surgit en lui s'il a choisi de manière irresponsable de vivre selon la devise de son grand-père de ne pas abandonner et donc de devoir constamment vivre au-delà de ses capacités. Ses doutes lui demandent comment il peut vaincre Tuka alors que personne ne veut de lui et lui disent que c'est pourquoi il s'est retrouvé avec une épée faible. À ce moment-là, Shizuku le trouve et le tient contre elle, lui disant qu'elle ne veut pas qu'il combatte Tuka mais qu'elle ne l'arrêterait pas non plus. Elle exprime qu'elle souhaite juste le voir heureux et qu'il continue de sourire. Tout le monde, y compris les étudiants qu'il a formés, les membres du conseil étudiant, Yuri-chan, la journaliste et AES, l'encouragent et l'encouragent. Shizuku lui rappelle qu'il avait encouragé tout le monde et qu'ils rêvent tous à travers lui et Ikki n'est pas seul. Il voit enfin Stella qui lui fait signe avec enthousiasme et lui montre les médailles qu'elle a obtenues en remportant les batailles et en ayant enfin la chance de participer au festival des 7 étoiles comme il l'avait promis plus tôt. Avec sa nouvelle détermination et son objectif, Ikki décide de prendre part à la bataille et arrive dans l'arène. Tuka et Ikki entrent sur le champ de bataille et la foule attend avec impatience le début de la bataille. Tuka s'excuse auprès d'Ikki, avouant qu'elle ne pouvait s'empêcher d'être enthousiasmée par leur combat depuis qu'elle l'a vu pour la première fois. Ikki partage le même sentiment, promettant de ne pas montrer de combat honteux à elle ou à quiconque l'a soutenue. Il se place pour faire de son mieux pour la battre. Ils invoquent leurs épées et la bataille finale commence. Ika a lancé son attaque d'ouverture et appelle sa technique ultime Itoshura au début lui-même, choquant tout le monde. Stella cependant reste calme, croyant qu'il a décidé de se battre sans détour, sans utiliser aucune astuce pour gagner. Tuka réalise que si elle parvient à éviter ses attaques maintenant, elle gagnera sûrement la bataille. Ichinose, sa force est inférieure à celle de Tuka, mais il met tout en œuvre dans le moment extrême pour décrocher un swing parfait. Tuka se prépare à contrer avec son ultime attaque éclair, mais Eki invoque sa 7ème épée et la frappe avant qu'elle ne puisse contrer, et elle s'effondre au sol et ainsi Eikai émerge comme le vainqueur. Asaka est choqué et demande à Nango si Tuka a perdu exprès, mais Nango explique que Tuka a utilisé tout son pouvoir pour contrer Ikki, qui a élargi sa limite au dernier moment pour la frapper avec quelque chose au-delà d'Iturasutsu. Quelque chose de plus extrême qu'extrême, bouleversant comme un démon ou une oreille d'homme. Asaka n'en revenait pas et crie que c'est impossible et va faire quelque chose pour discréditer le succès d'Ikki, mais le réalisateur dit à Sekio qu'il est trop tard, comme Ikki l'a prouvé, et que personne ne peut plus lui refuser sa victoire.
Alors qu'Iki lutte pour ne pas s'effondrer, Asaka tente de l'attaquer, mais Stella le défend et confronte Asaka pour avoir défié Iki dans un tel état. Elle embrasse Asaka avec son épée et se précipite vers Iki, lui exprimant son amour tel qu'il est. Iki se rend compte que la chaleur de Stella est ce qui l'a sauvée et lui demande si elle serait sa famille. Elle accepte la proposition et accepte d'être son épouse. Tout le monde applaudit Iki et Stella, et Shizuku accepte la réalité de leur relation. Pendant ce temps, Itsuki reçoit un appel de l'empereur de Vermilion, le père de Stella, qui l'informe qu'il a découvert la proposition d'Iki à Stella. Itsuki s'excuse rapidement, mais l'empereur les rejette, suggérant que leurs enfants devraient être tenus à l'écart des projets des adultes et souhaite leur bonheur. Plus tard, les gagnants du match de sélection pour le festival 7 étoiles sont annoncés: Iki, Kanada, Alice, Stella et 2 autres filles. Ils participeront au festival et au tournoi des 7 étoiles en tant que représentants de l'école. Le réalisateur appelle ensuite Toka sur scène où elle annonce Iki comme leur nouveau président et le public l'acclame en tant que leader. Elle exprime sa fierté envers lui, Iki lui attribue sa croissance. Toka l'encourage à porter les espoirs de ceux qui ont perdu et à atteindre le sommet du tournoi des 7 étoiles avec le drapeau de l'école et il promet de le faire. Plus tard, il confie à Stella qu'il pensait qu'il ne se souciait pas de l'opinion des autres tant qu'il connaissait sa valeur, mais être reconnu par les autres fait du bien, surtout par quelqu'un qu'il aime.